Donc, un sujet d'actualité au vu des épidémies virales qui se multiplient à l'échelle mondiale. Et nous allons donner la parole à trois intervenants. Donc, Christine Pratt, qui présentera le rôle de l'European Virus Archive dans le soutien au développement et à la distribution d'outils diagnostiques. Thierry Rose de l'Institut Pasteur, qui reviendra sur les enjeux et les défis du développement de tests sérologiques et antigéniques. Et enfin, Alexandre Guémard des Hospices civils de Lyon, qui nous parlera d'approches innovantes de tests non invasifs basés sur l'analyse de l'air expiré pour la détection rapide et la surveillance des viroses respiratoires. Donc, merci à nous trois intervenants. Vous pouvez leur poser des questions, alors pas sur le chat, mais sur questions et réponses, Q&R, pour que tout le monde puisse avoir accès à vos questions. Et je vais laisser la parole à Bruno qui va vous dire quelques mots sur le prochain webinaire de la semaine prochaine. Merci. Donc, merci beaucoup d'être si nombreuses et nombreux pour ce séminaire. C'est un réel plaisir de voir le répondant. Le diagnostic, c'est effectivement extrêmement important et surtout très demandé. Il y a beaucoup de demandes sur ce type de recherche, d'opportunités à venir. Et donc, on a été un petit peu submergé sur l'immensité des sujets à traiter. Donc, on a décidé de faire un diagnostic, un séminaire présentant le diagnostic et les enjeux et les nouvelles méthodes et des choses un peu dans son aspect général, suivi de, alors là, l'embarras du choix hein, sur le diagnostic. Un sujet très populaire sur la demande, c'est les arboviroses et donc un séminaire plus dédié qui va venir le 30 octobre avec également trois invités de marque qui vont nous régaler des problématiques diagnostiques chez les arbovirus. Donc, je vous donne rendez-vous pour ce prochain webinaire. En attendant, je laisse la parole à nos orateurs et je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et tous. Je commence du coup? Tu peux C'est commencer. parti. Ok. Alors, hop, ok. Bon, bonjour à tous et merci pour l'opportunité de présenter EVA, donc European Virus Archive, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, et cette initiative. Et aujourd'hui, donc, je vais parler comment EVA soutient le développement et la distribution aussi d'outils de diagnostic, à la fois dans des temps interpandémiques et en réponse à des crises. Alors, EVA, donc, si on doit résumer en une phrase, EVA, c'est une collection de virus à but non lucratif qui a été conçue pour soutenir la recherche scientifique, mais aussi à une visée éducationnelle et de réponse en fait aux pandémies, avec une approche One Health. En fait, avant l'initiative EVA en Europe, il n'y avait pas vraiment de vue panoramique des collections et de matériel biologique qui étaient disponibles en fait dans les laboratoires européens. Il n'y avait pas vraiment de framework de distribution d'accès équitable aux virus et aux produits dérivés. Et il y avait aussi une très forte dépendance des collections en Europe, une très forte dépendance par rapport aux collections américaines. Et enfin, finalement, de cette disparité, il y avait aussi des critères qui n'étaient pas vraiment uniformisés en ce qui concerne euh, les aspects réglementaires des collections individuelles. Donc en fait, EVA, en termes de chiffres, donc c'est une organisation internationale à but non lucratif qui est composée de 20 membres académiques, ce sont des laboratoires académiques, qui sont principalement basés en Europe, mais aussi hors Europe. Et finalement,
nous avons un certain nombre de collections et d'expertise en virologie, et toujours avec cette approche One Health, c'est-à-dire que nous avons des experts dans les virus de plantes, des virus animaux et des virus humains. À l'heure actuelle, donc tous ces produits, ces ressources biologiques sont regroupées dans un catalogue unique avec plus de 4400 références qui inclut plus de 2800 souches de virus. Nous avons à peu près 1700 équipes utilisatrices dans le monde, principalement venant du milieu académique et du milieu de la santé publique, mais aussi 20% de nos utilisateurs viennent de l'industrie. Depuis 2020, on a recensé presque 500 publications qui mentionnent l'utilisation des produits EVA, qui référencent les produits EVA. Donc, nos missions, c'est de rassembler l'expertise pour la collecte, l'amplification, la caractérisation, la standardisation et l'authentification de ressources virales humaines, animales et de plantes. Nous travaillons aussi sur les aspects technologiques pour développer des technologies pour la production, pour améliorer la production des virus et des matériels non infectieux, leur utilisation en diagnostic en recherche. Et une de nos missions, c'est de faciliter l'accès à de l'expertise, mais évidemment aussi à des ressources et des services pour les chercheurs du monde public, académique et du monde industriel. Et nous avons une spécialité qui est la préparation et la réponse aux pandémies ou aux flambées épidémiques. Donc ce catalogue en ligne, il a trois piliers. La première, c'est qu'on veut qu'il soit adéquat pour son usage, donc ce qu'on appelle fit for purpose. Et dans ce sens, en fait, on fait une curation constante du catalogue pour couvrir le maximum de la taxonomie. Donc ça, c'est l'aspect préparation en pandémie, pour être prêt et avoir un catalogue avec des virus qui soient prêts à être commandés pour n'importe quelle émergence dans la taxonomie. Nous avons des très fortes procédures qualité, c'était important. Comme je vous l'ai montré, nous avons 20 partenaires, mais on est monté jusqu'à 46 partenaires dans le monde. Et donc, c'était important d'avoir des critères de qualité harmonisés pour être sûr que les produits qui sont rajoutés au catalogue sont vraiment fiables pour la recherche. Et nous avons des procédures d'accès qui sont assez solides parce que, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la présentation, mais de par notre rôle en cas de réponse aux émergences épidémiques, nous pouvons faire face à un flot de commandes finalement sur le site qui peut être très très important parfois. Donc, il a fallu que nous ayons en place des procédures d'accès qui soient les plus harmonisées possibles et les plus facilitantes possibles pour que le chercheur puisse recevoir sa ressource biologique le plus rapidement possible pour avancer sur sa recherche. Donc, nous avons des virus, des produits dérivés et aussi nous proposons accès à des formations, par exemple, ou des services d'isolement, etc. Donc, le catalogue, vous pouvez le trouver ici, là, europeanvirusarchive.com. Et alors, j'ai séparé finalement l'intérêt d'EVA pour le diagnostic en deux parties. D'une partie, le côté aide au développement de diagnostic. Et donc, de manière un peu plus saillante, ce qu'on peut retenir, c'est que 13% de nos utilisateurs utilisent EVA pour faire du développement de diagnostic. C'est ce qu'ils nous disent. Et 20% de ceux-ci viennent du monde industriel. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'ils font les autres avec nos ressources, et donc ils font par exemple des recherches pour développer d'autres contre-mesures comme des vaccins ou des antiviraux, mais aussi parfois de la recherche dite fondamentale. Donc, une des forces, c'est que nous faisons beaucoup d'efforts pour avoir au catalogue des souches vraiment issues des flambées épidémiques les plus récentes, avec des origines géographiques très diverses. Et nous proposons sur le catalogue des contrôles positifs pour tous ces virus pour utilisation en diagnostic, notamment en diagnostic moléculaire. Et nous avons une expérience due malheureusement aux pandémies et aux épidémies précédentes. Et nous avons pu tester en fait le catalogue qui existe, je ne l'ai pas dit, mais qui existe depuis 2008. Et nous avons donc répondu en temps et en heure
toutes différentes épidémies, comme celle du MERS coronavirus, Ebola, Chikungunya, Zika, Mpox et la dernière en date, SARS-CoV-2. Non, c'est pas la dernière en date, mais SARS-CoV-2. Et c'était peut-être la plus marquante. Et évidemment, donc, je vous apprends pas que lorsqu'un nouveau virus émerge, il y a tout un tas de questions qui se posent sur la transmission, sur la distribution, sur les symptômes, finalement la dynamique de cette flambée épidémique. Il y a plein de questions qui se posent avec une urgence à récupérer de l'information. Et, et donc, un des objectifs de EVA dans la préparation, c'est de réduire le temps de réponse. Et pour nous, c'est de réduire le temps d'accès à la ressource qui va permettre aux chercheurs ensuite de déployer leurs analyses et leurs recherches. Et donc, pour nous, en cas de virus émergent, dans EVA, on a identifié qu'il y avait besoin d'avoir des kits de diagnostic. Et donc, dans EVA, nous avons tout un groupe de travail qui s'intéresse à la fois à générer des contrôles positifs, à trouver des moyens. Ça, c'est le laboratoire ici à Marseille, l'unité des virus émergents, qui a travaillé quelques années avant l'émergence du SARS-CoV-2, il travaillait sur la possibilité en fait d'envoyer des contrôles positifs à température ambiante, une moyen de les stabiliser. Et ça a permis d'aider énormément à envoyer des kits des contrôles positifs de diagnostic au moment de l'émergence SARS-CoV-2. Et donc ces kits de diagnostic, en fait, on en a besoin, et ces contrôles positifs surtout, et ce matériel de référence, on en a besoin vraiment dans des dans un laps de temps très court, vraiment dans les heures qui suivent la déclaration d'une flambée épidémique ou les jours qui suivent, nous avons des nombreuses demandes de chercheurs qui se tournent vers nous pour avoir accès. Et après, voilà, quand on parle de développement d'antiviraux ou de vaccins, il y a besoin d'avoir accès à des souches très bien caractérisées. Et pour la recherche, il y a aussi besoin d'avoir accès à des outils de biotechnologie ou par exemple des systèmes d'immunofluorescence, etc. Et tout ça, ce sont des choses que l'on met à disposition sur le catalogue. Donc j'ai plongé directement dans dans un exemple de pandémie qui a été particulièrement marquant pour nous. C'est la pandémie de SARS-CoV-2. Donc en bleu, j'ai représenté sur cette ligne de temps, j'ai représenté les événements épidémiologiques. Donc le 31 décembre 2019, la Chine reporte l'existence d'un nouveau coronavirus. Et en orange, en fait, j'ai représenté ici les, les actions réalisées par le consortium EVA. Donc, vous allez voir, 31 décembre 2019, premier coronavirus est reporté. Le 10 janvier, la séquence est relarguée et diffusée, en fait, partagée. Et 4 jours après, nos collègues de Charité à Berlin, il y avait une expérience extensive à la fois sur les coronavirus, mais aussi sur le design de diagnostic, finalement, de diagnostic moléculaire. Donc, 4 jours après le design de la séquence, ils ont mis sur le catalogue EVA le contrôle positif et les primers et probes de PCR qui ont ensuite été recommandés par l'OMS et qui ont été ajoutés au catalogue. 2 jours plus tard, nos collègues de Erasmus Medical School aux Pays-Bas ont rajouté toujours pareil, un panel de contrôle qui ont été mis à disposition sur le site de EVA, donc un panel de spécificité qui est particulièrement utile du coup dans le développement de diagnostics pour faire le diagnostic différentiel notamment à ce moment-là. Donc dès la fin janvier, on voit apparaître les premiers cas autochtones et en fait, donc en France et en Allemagne et quelques jours après, donc même pas une semaine après, la première souche, grâce à l'Institut Pasteur ici et à Charité à Berlin, les premières souches de SARS-CoV-2 ont été complètement caractérisées, rajoutées au catalogue, produits, rajoutés au catalogue et prêts à être commandés par les chercheurs. Je vous parlais précédemment des travaux qui ont été réalisés ici dans l'unité des virus émergents pour développer un moyen de stabiliser en fait ces ARN pour envoi à température ambiante. Et vous allez le voir sur les cartes de distribution après, ça a changé beaucoup la donne en termes de distribution de diagnostic.
Et donc, quelques semaines après, la France et l'Italie étaient placées en confinement. Voilà, c'est pour vous donner une idée du niveau de réactivité du réseau. Et donc ça m'amène à parler de la pertinence de Eva pour distribuer en fait des diagnostics. Donc vous avez entendu tous parler de la trilogie donc Tetris, c'était tester, tracer, isoler. C'était donc au début de la pandémie. C'était les recommandations. Et j'ai représenté sur cette figure en fait le nombre de semaines de 2020, donc du 1er janvier ici à fin mars. Et le nombre de commandes que nous recevions par semaine pour nos produits SARS-CoV-2 que nous avions mis au catalogue. Et vous pouvez voir que dès le 14 janvier, en fait, au moment où, juste après que la séquence ait été rendue publique, nous avons commencé à avoir des nombres de commandes très importants et qui ont monté à près de 300, un peu plus de 250 commandes par semaine pour ces réactifs. Et en fait, dans la fameuse semaine des 100 premiers jours de la pandémie, Eva a distribué ainsi 300 000 tests de diagnostic dans le monde entier. Donc, je vais vous montrer sur une carte la distribution. Alors là, on l'a étendu aux 9 premiers mois finalement parce que, il y a eu l'accès aux souches, etc. Et donc, on a distribué des produits dans 114 pays au final pendant ces 9 premiers mois. Et en fait, ce qui est un fait assez marquant, c'est que 32% des entreprises qui ont mis sur le marché des kits de diagnostic avaient commandé du matériel de Eva. Voilà. Alors, pour finir un petit peu là-dessus, pour finir un peu boucler cette présentation, donc Eva, alors là j'ai parlé des virus humains, mais nous avons donc une approche One Health. Donc, nous avons groupé dans la collection des virus animaux, des virus de plantes et des virus humains. Nous avons des groupes de travail qui réfléchissent à tous les aspects réglementaires, éthiques, de la distribution, du partage des bénéfices résultant de l'utilisation des ressources et le partage dans le monde entier. Et nous avons aussi un groupe de travail. Quand on parle diagnostic, il faut aussi parler des réglementations européennes et notamment les nouvelles recommandations IVDR. Et nous avons un groupe de travail dans un projet qui s'appelle Evora, qui réfléchit à analyser la situation réglementaire sur les nouvelles directives IVDR et les virus émergents. Et donc, nous avons un focus plus particulier dans EVA sur la préparation et la réponse aux pandémies. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Donc, j'ai mentionné brièvement ce projet en fin de présentation. C'est le European Viral Outbreak Response Alliance, qui est un projet de structuration de la réponse au niveau européen. Donc, c'est un projet qui groupe trois infrastructures de recherche, donc EVA, Erinia et Elixir. Donc, EVA pour la distribution de ressources biologiques, Erinia pour l'accès à des laboratoires de haut confinement et Elixir pour la gestion en fait des bases de données et des données issues de la recherche biomédicale. Et ces trois infrastructures voilà, réfléchissent à comment améliorer encore l'offre de services qui est fournie aux chercheurs. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous en savez un petit peu plus donc, sur l'infrastructure de recherche EVA et sur la disponibilité pour tous les chercheurs de cette incroyable ressource euh, qui est le catalogue EVA. Et donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn avec ces deux handles que j'ai mis ici, parce que en cas d'émergence, c'est ici en fait qu'on avertit en temps réel de quels variants vont être disponibles, quels produits sont disponibles. Voilà, même si tout est rajouté évidemment au catalogue, c'est un moyen parfois un petit peu plus rapide de pouvoir savoir ce qu'on propose. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'on peut les mettre en suivant. Merci beaucoup, Christine. Alors, il y a deux questions. La première, est-ce que EVA est fondée indéfiniment par l'Union européenne? Donc, Eva, depuis avril, a changé de statut, a acquis un statut légal. Donc, nous avons 20 membres qui payent des cotisations
Et donc, c'est une source de financement pour EVA. Et évidemment, en fait, ce modèle n'est pas un modèle à influx financier fixe. Donc, nos influx financiers ne proviennent pas que des cotisations des membres, mais aussi proviennent de financements européens. Donc, voilà. Donc, l'acquisition de ce statut légal marque l'empreinte de Eva de manière beaucoup plus stable que précédemment, mais c'est l'aboutissement de 15 ans de travail. Une autre question, la disponibilité des agents infectieux, contrôle positif pour Oui, les utilisateurs. C'est inactivé ou vous travaillez aussi avec on a de des... tout. À chaque fois qu'on met, enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois qu'on rajoute une souche au catalogue, on essaie de mettre en parallèle le virus inactivé, justement pour les gens qui n'ont pas accès nécessairement à des laboratoires de haut confinement. Et les contrôles positifs, on essaie de mettre tous les outils pour avoir vraiment la boîte à outils complète disponible pour le plus grand nombre. Et je me demandais aussi en rapport à ça, est-ce que vous travaillez aussi en communiquant, en termes de communication avec les hôpitaux qui sont en première ligne Tout à fait, oui. Mm. pour la conservation des échantillons biologiques primaires? Alors là, Eva enfin, ne s'intéresse pas au sérum humain. Nous n'avons que des virus. On n'a pas de Oui, sérum convalescent, par exemple. même en termes, enfin, pour les échantillons nasopharyngés, pour la conservation en milieu de transport, est-ce que vous communiquez aussi sur ce point Pour pouvoir après faire l'isolement, vous voulez Ouais. dire? Ah oui, là, non, enfin, pas particulièrement, non, à l'heure actuelle, pas particulièrement. Par contre, on a énormément de nos membres qui sont au sein d'établissements hospitaliers et donc eux sont en contact direct, mais c'est pas directement Eva qui fait cette communication. Mais oui, par exemple, à Marseille, nous recevons des échantillons patients et donc, oui, on fait attention à. Mais par exemple, nous, on travaille beaucoup à l'UVE avec les pays du Sud et parfois cette chaîne de transport est effectivement complexe. Mais on a développé plein de techniques qui sont publiées hein, sur comment travailler au mieux avec les papiers buvards, par exemple, voilà, pour s'adapter vraiment à vraiment des différentes conditions. Je vois aussi Oui, nous avons une newsletter, merci de demander. Et vous êtes vraiment bienvenue pour souscrire à cette newsletter. Elle est vraiment intéressante. Enfin, on essaye de mettre l'accent sur des techniques, des nouvelles techniques. C'est pas, enfin, c'est assez. Il y a un vrai travail, disons, journalistique qui est réalisé. Les souches de classe 4, eh bien, comment ça, comment on les gère? Donc les souches, il n'y a pas une entité globale qui regroupe toutes les souches. Les souches sont conservées dans chaque laboratoire. Donc j'imagine que la réponse, c'est oui, on les gère dans chaque laboratoire, ces laboratoires. Et pour les agents relevant de la réglementation MOT, alors là, on est complètement au point, hein. Enfin, on est confronté tout le temps à ça. Donc, c'est vraiment, ça fait partie un peu de notre cœur de métier. Donc, la puissance, en fait, d'avoir un réseau à la fois européen et à la fois hors européen, c'est que, par exemple, pour l'émergence du Mpox, nous avions deux fournisseurs, enfin deux laboratoires qui l'avaient, c'était en Angleterre et un en Slovénie, donc un en Europe et un hors Europe, ce qui nous a permis en fait de distribuer la réglementation MOT étant compliquée pour exporter hors de l'Europe, ça nous a permis d'utiliser en fait les Anglais qui ne sont plus dans l'Europe pour pouvoir envoyer hors Europe. Et ensuite, oui, les interactions avec le BioHub de l'OMS, tout à fait. Oui, oui, ça fait partie en fait de nos collaborateurs et je suis moi-même représentante de EVA dans les discussions sur le Pandemic Treaty à l'OMS. Donc oui, nous avons des rapports étroits. Nous suivons de près les initiatives OMS. Donc nous sommes, comme on dit, stakeholders dans les négociations. Voilà. Il y a une dernière question. Est-ce qu'un seul laboratoire produit tous les outils ou est-ce que les outils sont produits par chaque Voilà. laboratoire? Voilà. Voilà, Et c'est vraiment ouais, un gage de qualité, en fait. C'est ça qui a été conçu dès le départ. C'est-à-dire que vous recevez la ressource directement du spécialiste, donc avec tout ce que ça peut avoir comme gain de qualité ou comme gain de, entre guillemets, service après-vente. Si vous avez une question, vous pouvez la poser directement à la personne qui a travaillé avec, qui l'a isolée, etc. Voilà. très bien. Merci beaucoup. Bruno, tu as des questions?
Non, je pense, moi c'était, non, non, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et surtout, je pense que c'est quand même un bijou européen qui fait un travail assez exceptionnel pour faciliter la recherche. Donc, on est très content que effectivement ça soit couplé avec toutes les thématiques de l'action coordonnée, en particulier le diagnostic, de manière vraiment évidente. Il y a une dernière question que je vois. Collaborez-vous avec l'ATCC ou les banques de souches américaines pour échanger les souches? Et quel est le contexte actuel, hein, puisqu'on va rajouter une petite touche d'actualité? Alors oui, c'est vraiment des collaborateurs, c'est-à-dire encore une fois, par exemple, après la pandémie, on a organisé une table ronde avec les biobanques principales de virus et donc évidemment, il y avait la TCC et il y avait aussi le BioHub pour donner notre retour d'expérience en fait sur cet événement qui était quand même assez extraordinaire, voilà. Et oui, on collabore, mais on n'a pas de catalogue commun. Voilà, si c'était ça la question, on n'a pas de catalogue commun. Parfois, pendant la pandémie, il y a eu des moments où c'était compliqué d'obtenir des souches de la TCC. Donc, on a eu pas mal de gens qui sont venus vers nous. Il y a toujours un contexte géopolitique hein, aux échanges de virus. Ça, c'est vraiment indéniable. À l'heure actuelle, voilà, on a des indicateurs qu'on surveille, des indicateurs qui nous montrent, par exemple, que nos utilisateurs maintenant viennent plutôt, enfin nos utilisateurs premiers, auparavant c'était les USA, et maintenant c'est un peu enfin, l'Asie du Sud-Est, l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, on a des indicateurs qu'on surveille, mais voilà, par rapport à la TCC, on n'a pas de catalogue commun, mais on a un catalogue qui est sans doute redondant, mais pas, qui n'est pas le même, avec des spécificités voilà, différentes. Merci beaucoup. Donc, c'était Christine Pratt qui nous a présenté le European Virus Archive, donc un projet européen fédérateur et structurant. Je vais maintenant présenter les enjeux, Thierry Rose de l'Institut Pasteur à Paris qui va nous présenter les enjeux et défis liés au développement de tests diagnostiques sérologiques ou antigéniques. La parole est à toi, Thierry. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Merci. Donc, déjà pour présenter un peu notre mission en tant que structure à l'Institut Pasteur, nous sommes en charge en fait d'inventer et de développer des tests diagnostiques innovants donc pour la santé et surtout de préparer leur transfert donc à l'industrie. On a une capacité à peu près d'innovation de 8 nouveaux tests par an. En particulier pour du haut débit ou pour du point du test, hein. J'en parlerai un peu plus loin. On a aussi une mission de réaliser des tests immunologiques donc à haut débit pour les études épidémiologiques ou cliniques, donc avec une capacité assez élevée. On peut faire 2300 tests par heure et par lecteur. On a une capacité donc à peu près de 20 000 tests par jour. On en a fait 1,5 million depuis 2020. Nous devons nous préparer aux futures épidémies. Alors pour s'y préparer, on fait une surveillance annuelle d'une population aléatoire à l'échelle régionale. C'est un projet qui est financé par l'Europe. On développe des tests immunologiques, sérologiques en à peu près 2 semaines. Pour les antigéniques, ça va dépendre. Quand on a un peu de chance, ça peut être 3 à 8 semaines. Quelquefois, ça peut être plus long. Et on a toujours un stock stratégique avec une capacité de réponse en permanence de 250 000 tests. Alors principalement, c'est pour faire de la sérologie, donc à haut débit. Et on a une mission de formation des futurs ingénieurs de la filière diagnostic. On a en fait 6 stagiaires par an, ce qui nous permet d'avoir une activité qui est très transversale, depuis du design, de l'électronique embarquée, de la robotique, sciences de données, intelligence artificielle, biochimie, biologie moléculaire et microbiologie. Alors, pour essayer de réfléchir à propos des enjeux et des défis liés au développement de tests diagnostiques sérologiques ou antigéniques, j'ai essayé de lister assez rapidement donc, ces enjeux. Le premier, c'est vraiment l'identification de la menace, donc on dépend des réseaux d'alerte. Une évaluation des risques, donc elle est souvent faite à partir de l'étude dynamique par modélisation, par les épidémiologistes.
Mais il faut toujours prendre en compte, en fait, d'un point de vue statique, quelle est l'immunité individuelle et collective sur le territoire, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir en fait un inventaire aussi des capacités de développement, des tests et les articulations avec les décideurs. C'est quelque chose qui quelquefois manque un peu. Et enfin, gestion du temps de développement, de la mise à disposition du test, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps incompressible et comment on peut gérer en fait ce temps incompressible. De voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce que c'est une stratégie de compétition? Alors, ça peut aider par une émulation entre États, entre labos, entre institutions, ou est-ce qu'il faut plutôt parler de coordination? Les avis sont partagés. La surveillance de la progression par territoire est un enjeu important. Quels sont les moyens dont on dispose? Est-ce que c'est des technologies qui sont plutôt labo ou plutôt point de test? Et ensuite, un autre enjeu, c'est le diagnostic versus le tri. C'est-à-dire en fait d'avoir, est-ce qu'on peut avoir des tests assistés, des autotests, du tri à l'hôpital, et est-ce qu'on peut faire du tri de masse? Alors là aussi, pour résumer les défis, et je remercie Christine parce que c'est l'accès aux souches et aux séquences des agents infectieux, donc par des réseaux de collaboration aux frontières. Et donc les problèmes sont finalement comment on communique entre nous, le problème de pouvoir faire traverser les souches ou les agents infectieux d'un pays à l'autre, et ensuite les problèmes logistiques, de savoir si on va avoir les souches vivantes ou inactivées. Et donc là, on peut féliciter Eva pour leur action. Ensuite, il y a le problème de l'accès aux échantillons patients, et en particulier avoir accès très tôt. C'est plus simple quand effectivement ça arrive sur notre territoire, mais quand ce n'est pas sur notre territoire, c'est compliqué. Donc on peut l'avoir par le réseau de collaboration, mais là encore, il y a un problème de frontières et de logistique. Ensuite, on arrive plus dans le pratique du développement de tests diagnostiques, c'est la production des antigènes, des souches infectieuses, avec tout ce que ça comporte d'un point de vue problème de régulation, mode. Et puis ensuite, les problèmes liés à l'antigène lui-même, qui quelquefois doit être produit dans des conditions un peu particulières ou dans des structures particulières. Donc ça veut dire faire des mutations. On a vu ce qui s'est passé avec la spike, où il fallait faire des mutations pour qu'elle soit présentée correctement, qu'on puisse finalement l'utiliser comme cible. Enfin, la génération et sélection des anticorps quand on veut développer donc des tests diagnostiques basés sur des anticorps, donc immunisation. Alors, il y a des alternatives à l'immunisation, c'est-à-dire faire de la mutagénèse ou la synthèse aléatoire, de faire de la modélisation assistée par intelligence artificielle. Donc ça, j'en parlerai un peu après. Ensuite, passer au stade de production. Là aussi, ça peut être des défis parce que c'est pas toujours évident. Alors, il y a bien sûr les solutions de faire, au lieu d'avoir des anticorps entiers, de ne produire que des fragments, ce qui permet souvent de les produire dans des prokaryotes, ce qui va simplifier, diminuer le coût et augmenter en fait les volumes de production. Ensuite, le problème du choix de la technologie, donc avec le marquage des anticorps avec des rapporteurs. Et donc là encore, ce qui va déterminer si on veut avoir des diagnostics, enfin des tests qui sont faits plutôt au labo ou au point du test. Et enfin, une fois qu'on a des tests, eh bien, le défi, c'est de développer, donc la mise à l'échelle, l'évaluation, leur validation. Et bien sûr, ensuite, le coup près, c'est la certification avec toute la régulation, avec les renforcements d'IVDR. Alors, on sait très bien qu'il y a un assouplissement en cas de pandémie, mais bon, pour l'instant, il s'agit donc de répondre au cahier des charges. Et enfin, quand tout cela est fait, il y a le problème de production à grande échelle et de la distribution qui implique donc la mise en place de réseaux et de faire des investissements. Donc ça se fait avec les industriels. Alors, si on regarde au niveau des tests, ce que l'on peut faire, on a finalement quatre points importants. Sur quelle matrice, donc comment on va les prélever. Ensuite, sur la production des réactifs qui vont être utilisés dans les immunotests. Donc, on peut parler à la fois des sondes et des reporters.
Ensuite, les méthodes et technologiques de détection qui vont être utilisées, et ensuite, donc, les formats en fonction donc, enfin, ce qu'autorisent ces méthodes. Donc, on a le choix un choix assez grand. Alors, quand on parle de tests, d'immunotests en particulier, il nous faut d'abord des anticorps. Alors, quand ce sont des tests sérologiques, on n'aura besoin que d'un seul anticorps, celui pour détecter donc les anticorps du patient ou de la personne testée. Par contre, dès qu'on va faire des tests antigéniques, il nous faudra une paire. Donc là, je vous ai mis en fait à gauche les molécules qu'on utilise pour soit la capture, soit la détection. Le temps que ça prend quand ben, ces anticorps sont disponibles déjà, c'est-à-dire qu'ils sont soit commercialisés, soit il y a une publication enfin, de leurs séquences, et ce qui nous permet donc de les produire à partir donc, de ces informations. Quand on part de librairies naïves, c'est-à-dire de librairies, alors soit issues d'animaux naïfs qui n'ont pas été immunisés, combien de temps ça prend pour pouvoir cribler une librairie naïve, combien de temps ça prend pour des animaux qui sont immunisés, et puis combien de temps ça prendrait en utilisant soit des approches par mutagénèse au hasard, en particulier dans les boucles qui vont reconnaître les épitopes, ou quand on utilise de l'intelligence artificielle enfin, pour aider disons, le design d'anticorps par rapport à une cible connue. Alors, c'est mieux quand c'est une structure connue. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre tout ça? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir un anticorps, ou du moins un protein binder, de qualité suffisante pour pouvoir être utilisé dans un test diagnostic. Et ça va dépendre de la méthode. Et typiquement, en fait, on est encore dans des situations où finalement les anticorps issus des animaux immunisés offrent le plus de chances d'aboutir à disons, des anticorps de qualité diagnostique, c'est-à-dire qu'ils ne poseront pas trop de problèmes parce qu'ils auront un bon K-on, un bon K-off, et donc on pourra les utiliser soit sur des tests sur bandelette ou sur des tests en plaque ou en tube. Alors, en dehors des anticorps classiques, IgG pour les mammifères, IgY pour les oiseaux, donc pour les poules en général, on peut utiliser des fragments, donc ici des single chain fragments variables, qui sont plus petits, donc qui vont donner l'avantage de pouvoir être produits plus vite hein, et de pouvoir être screenés de manière plus large, mais en général, ils sont issus des meilleurs anticorps que l'on a identifiés. Alors, on utilise beaucoup des anticorps de camélidés, donc des IgG qui se caractérisent par le fait qu'il n'y a que deux chaînes lourdes et il n'y a pas de chaîne légère. Et en utilisant uniquement les domaines variables de ces IgG, on obtient ce qu'on appelle des nanobodies qui sont tout petits, 14 kilodaltons. Et là, par contre, ça raccourcit considérablement en fait le temps d'obtention. Et surtout, ça permet de les produire chez Coli. Les produire chez Colis, ça veut dire on divise par 150 le coût à quantité, enfin à mole équivalente par rapport à un IgG. Donc ça a un impact important d'un point de vue développement, même si ça intervient sur que quelques centimes au niveau du test. Mais par contre, ça peut avoir son intérêt en particulier si on veut avoir une production nationale. Alors l'équivalent des nanobodies chez les requins, c'est ce qu'on appelle les vénards. C'est-à-dire qu'en fait, les requins aussi ont des anticorps avec des chaînes uniquement lourdes, en complément donc, des autres anticorps en chaîne lourde, chaîne légère. Et ces vénards sont aussi des anticorps de petite taille qui se caractérisent donc aussi par une production possible en bactéries. Alors il existe beaucoup d'autres protéines, domaines de protéines qui sont utilisés pour pouvoir faire des protein binders. Euh, Ici, j'avais mis les affibodies, alpha-rep, anticaline, monobodies, adectine, cunitz et cnotine, hein, ce sont des petits domaines en général et qui sont produits aussi assez facilement. Donc, on produit des, euh, des librairies par mutagénèse aléatoire. Et ensuite, ça permet de faire des tris dedans. Et ensuite, bien sûr, il faudra les optimiser en mutagénèse dirigée. Alors là, on a souvent besoin de, de modélisation par intelligence artificielle pour pouvoir les améliorer. Autre possibilité, c'est d'utiliser des aptamères, qui sont des ADN ou des ARN simples brins, donc typiques
typiquement, c'est les méthodes SELEX. Et là, ça va dépendre donc du niveau d'automatisation pour pouvoir obtenir disons des aptamères de haute affinité. C'est quelque chose qui se développe, ça reste quand même assez marginal, pour l'utilisation, disons, en santé publique. Alors, si on réalise par exemple des librairies et qu'ensuite, issues des animaux, je vous ai mis un exemple en haut, donc créer des librairies de VHH qui vont être utilisées donc, pour détecter les antigènes des agents infectieux. L'avantage, c'est qu'on immunise l'animal, ensuite, au bout disons, entre 1 mois et 2 mois, on va pouvoir récupérer les lymphocytes B et ensuite récupérer donc ce qui encode les VHH, les insérer dans une protéine P3 d'un phage M13 et ces phages, on va pouvoir les cultiver sur des souches bactériennes, sur coli, pour obtenir donc des librairies très larges, donc qui correspondent à ce qu'on a obtenu de l'alpaga au départ, hein, qui vont nous permettre d'obtenir des phages, et chaque phage euh, a 5 VHH à sa surface, et ça va permettre donc de cribler ces phages à la surface de, de tubes ou de billes magnétiques qui ont été cotés avec la cible. En quelques tours, ça va nous permettre de sélectionner en fait les meilleurs VHH et qui vont pouvoir ensuite être utilisés dans le développement de tests diagnostiques. Alors, cette technologie s'appelle le phage display, c'est celle qui est la plus utilisée pour sélectionner des phages, mais on peut l'utiliser aussi pour les autres petites protéines que je vous ai décrites juste avant. Il existe d'autres méthodes de display, donc le Coli display, le Yeast display, le ribosome display, qui ont toutes leurs avantages ou leurs inconvénients. Celle qui est qui permet des librairies les plus larges sont les ribosomes display, mais c'est certainement la technique la plus difficile en fait à maîtriser, et donc elle est finalement assez peu utilisée. Nous, au labo, on utilise surtout du phage display, et quand il y a besoin, pour des raisons techniques, on va utiliser donc du yeast display ou du colis display. La différence, ben, c'est que par exemple dans la levure, on peut obtenir des glycosylations quand on en a besoin, et des informations, disons, un peu plus fines. Alors, comment ça se passe? Si on fait le choix au départ pour obtenir un VHH, donc la sonde pour mettre en place le test diagnostic, on va soit immuniser les animaux, soit à droite partir d'une database. On a 22 000 séquences de VHH pour différentes cibles. Ça, c'est ce qui va aller plus vite. Et si ben, ça traîne ou qu'on a des difficultés, mais on va partir de librairies semi-synthétiques. Et ensuite, donc, on va y attacher le rapporteur et qui va nous permettre ensuite de mettre en place la technologie qui va bien, soit pour le très haut débit, soit pour le point du soin. Alors, je vous ai mis ici juste une liste, hein, euh, disons, assez rapide des technologies qui sont disponibles. Donc ici, on parle donc de tests diagnostiques qui doivent être développés finalement pour l'analyse d'infection, pour des rendus individuels ou des tris. Donc ici, on aura soit des tests moléculaires, ça sera de la qPCR ou du LAMP. L'avantage, c'est une détection quantitative de l'infection et la possibilité d'identifier les souches, les besoins. Et donc, c'est souvent ça finalement le challenge, c'est qu'il nous faut la séquence du génome pour pouvoir déterminer les oligonucléotides spécifiques des souches. Alors, comme ça avait été dit par Christine juste avant, donc il y a la possibilité d'obtenir ces séquences assez rapidement. Elles sont généralement assez rapidement distribuées. Et pareil pour le choix des oligonucléotides. En fait, ces informations, on peut les avoir, donc que ce soit par EVA ou au niveau des CNR. On peut assez rapidement avoir les séquences d'oligonucléotides pour pouvoir mettre en place ou fabriquer des kits PCR ou des kits LAMP. L'alternative aux tests moléculaires sont les tests antigéniques. Donc, on a pas mal de possibilités. Ici, en labo, je vous en ai mis quelques-unes. Euh, et pour le terrain, ici, là, c'est plus limité. On a les systèmes afflux latéraux, donc sur bandelette,
les immunoagglutinations. Donc, on a des méthodes semi-quantitatives. On essaye, nous, au laboratoire, de mettre en place des tests plus rapides, donc ce qu'on appelle des tests instantanés, qu'on appelait l'Uniflash, et puis qui est en tube, et un test finalement en bandelette, mais avec une lecture par bioluminescence, qu'on appelle l'Uniflow. Je vous ai mis en dessous, donc pour chacune des méthodes, les sensibilités. Et à la louche, alors sensibilité pour la détection d'HIP-24, c'est sur quoi qui est un peu notre bon test. Et l'équivalent de détection des positifs, si on compare avec la qPCR, qui reste la méthode de référence, donc dans le cas d'infection virale. Quand il y a une croix verte, ça veut dire que ce sont des tests qui peuvent être faits au point du soin, et tous les autres, ça doit être fait au labo. Alors, évidemment, on a des technologies qui sont vraiment hyper sensibles, hein, comme le Simoa ou le Mastag ELISA. Mais la difficulté, c'est que les machines sont coûteuses et le prix du test, pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour un 6 mois, un test au laboratoire coûte une quarantaine d'euros. Et quand ils sont faits en clinique, on est plutôt proche du millier d'euros. Alors que, on va voir par la suite, je vous ai mis les coûts en fait des tests en fonction donc, des différentes technologies. On sera plutôt de l'ordre de entre 2 euros à une cinquantaine d'euros. Donc, qu'est-ce qui va déterminer finalement le choix des technologies? Eh bien, ça va être finalement toutes ici, en dehors des tests moléculaires. Les autres vont utiliser des anticorps. Donc, ça va dépendre de est-ce que l'on a les anticorps. Et ensuite, suivant les technologies, il faudra que ces anticorps aient des performances spécifiques. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir on veut une grande sensibilité, il faudra des anticorps avec des très hautes affinités. Et dès que les technologies sont rapides, il nous faut des cinétiques de fixation, ce qu'on appelle les cas on, très performants. Quand les techniques sont plus longues, là, la durée de fixation est un peu moins critique, mais par contre, il va falloir avoir des temps de défixation très longs, c'est ce qu'on appelle donc le K-off. Donc chaque technologie a sa fourchette de caractéristiques d'utilisation d'anticorps. Après, pour chaque technologie, il faudra faire la différence. C'est le graphe que vous avez à gauche, hein, ce qu'on appelle les ROC curves, pour faire voir quelle est la sensibilité et la spécificité. Et si on veut 100% de sensibilité, eh bien, il va falloir payer ça. Enfin, le tribut à payer, ça va être la spécificité et inversement. Alors, généralement, on fait un compromis entre les deux et ça donnera finalement ces performances, sensitivité et spécificité pour chaque test. Ici, juste un tableau. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement en bas le coût du test. Hein. Si on regarde un test, un lateral flow qui est entre 2 et 5 euros, donc le coût tel qu'il sera payé par la personne qui sera testée ou par la sécurité sociale si le test est remboursé. Un ELISA, donc finalement le modèle standard du labo, on est entre 5 et 10 euros. Les gros labos, donc sur des systèmes finalement automatisés, c'est entre 10 et 20 euros par ECLIA. Les Luminex, on est entre 20 et 50 euros, mais par contre, c'est du multiplex. Pour les RT lampes, on est plutôt entre 5 et 10 euros au point du soin. Et pour une RT QPCR, on est entre 25 et 50 euros. Ça donne une échelle. Et quand c'est l'État qui doit rembourser, eh bien c'est l'État qui va choisir finalement en gros ce qu'il va rembourser. Alors, pour vous donner un exemple de ce que l'on fait, nous, quand la direction de l'Institut Pasteur nous dit, eh bien, ici, il y a une alerte, il nous faut un test contre la grippe aviaire, vous l'avez à gauche. Donc, on fait des tests à très haut débit, donc 2300 tests à l'heure, par exemple pour la grippe aviaire, donc détection ici alors ça peut être de l'ANP ou ici en l'occurrence c'est la NP de l'avian flu ou détection de l'hémagglutinine. On arrive à des sensibilités, donc ici on voit, on arrive jusqu'au picogramme par ml. Par contre, dès qu'il s'agit de développer des tests en lateral flow, eh bien, malgré tous nos efforts, quand on nous demande de faire un marquage avec une bille d'or, eh bien, vous voyez ce que ça donne en bas. On a une limite qui est à peu près au nanogramme par ml, c'est-à-dire qu'on est à peu près entre 100 et 1000 fois moins sensible. Même chose pour Mpox à droite.
Ici, sensibilité pour la détection du couple de protéines A16G9, donc qui nécessite de liser le virus, mais qui permet aussi d'avoir une sensibilité qui est d'ordre de 5 picogrammes par ml. Par contre, dès qu'on fait un test en flux latéral, que ce soit avec de l'or ou, euh, ou par imagerie, ici, on arrive à des sensibilités qui sont c'est du même ordre, l'ordre du nanogramme par ml, et on est plutôt dans une sensibilité de l'ordre de 2000 virus par ml. On a mis au point une nouvelle approche qui permet, avec les bandelettes que vous avez à droite, de faire une lecture par bioluminescence, donc numérique, qui permet d'augmenter 10 fois euh, la sensibilité, mais bon, on est encore loin de ce que peut faire la PCR ou même le LAMP au point du soin. Pour les tests sérologiques, donc là, il s'agit de détecter que les anticorps qui vont se fixer à l'antigène cible, voire même au virus complet. Donc on peut fixer le virus sur un support et faire un dosage. Donc on a développé des tests, que ce soit pour les IgG, IgE, IgA, IgM. Pour les IgG, on a à peu près une sensibilité à 2 picogrammes par ml. Et on l'a fait pour les animaux de la ferme, et que ce soit les quatre pattes ou les oiseaux et aussi pour les animaux de laboratoire. On a en fait une interaction avec des labos qui sont des distributeurs pour la surveillance vétérinaire, en particulier pour l'exportation de cochons et de canards. Et puis on est en train de discuter pour les surveillances du lait. Parce que comme vous le savez, en fait, les PCR sur le lait, ça marche pas très bien. Et comme en France, un camion citerne va faire une vingtaine de fermes, ça dilue énormément, donc il faut des méthodes très sensibles et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors quand on regarde, quand on fait des tests sérologiques à haut débit, donc pour surveiller la France métropolitaine ou les Outre-mer, ce qu'on a fait donc de 2020 à 2022 pour Santé publique France, mais ce qu'on a fait aussi pour les surveillances des populations vivant en des conditions précaires pour Médecins sans frontières, ou pour des études longitudinales, ce qu'on a fait avec l'Institut Curie sur son personnel. Donc, on a développé une technologie qu'on appelle l'ELISA, qui est un ELISA, mais finalement, l'enzyme est une luciférase. C'est celle qui nous permet d'aller très très vite et d'avoir euh, de, un coût disons, de consommable extrêmement faible. On a 7 centimes 7 centimes le test. Et il y a surtout qu'on a une capacité au labo de production. On produit en fait les réactifs pour 2 millions de tests par litre de culture de colis, ce qui nous donne en capacité au labo de pouvoir produire des réactifs pour 200 millions de tests par semaine. Et c'est ce type de choses que on a essayé de développer, de transférer en fait dans la filière en fait. Et on a eu quelques difficultés avec les géants du test, hein, que ça soit avec Eurofin ou avec Cerba et d'autres. Parce que quand on a développé ça en 2020, ils faisaient déjà suffisamment d'argent et ils ne souhaitaient pas finalement faire un shift vers une autre technologie. Donc on a créé une entreprise qui développe ce type de choses. Donc ça viendra au fur et à mesure des certifications. Et pour se préparer, en fait, rien ne vaut un exercice annuel. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On a surveillé donc en 2024 l'Île-de-France, 6 semaines après les Jeux Olympiques, pour voir la circulation en fait, des infections respiratoires virales, SARS-CoV-2, influenza et RSV. Et on en a profité aussi pour surveiller les trous dans la raquette, en particulier de voir quel était l'état des réponses au vaccin parmi donc 3000 personnes au hasard en Île-de-France, ce qui nous a permis de constater qu'effectivement, il y a des risques au niveau de la rougeole, au niveau de la coqueluche, et qu'il faut trouver finalement des solutions pour motiver les gens pour se faire vacciner ou avoir des rappels périodiques. Donc si je reprends ma liste des enjeux, en fait, ici, nous, on se focalise sur ce qui est en gras, hein, sur le problème de la génération des anticorps et de l'innovation dans le test pour pouvoir trouver des solutions qui sont rapides, que ce soit pour le haut débit ou le point du soin, mais qui puissent être mis à disposition donc, des politiques de santé, euh, voire des individus. Donc on est en train de voir comment on va pouvoir le mettre à disposition pour les individus. Et donc on développe
au niveau des labos, des technologies donc en plaques, au niveau du tri, on développe disons des démonstrateurs de bornes automatiques qui permettent de détecter en 15 secondes d'un point de vue qualitatif grippe Covid et VIH. Et puis on développe pour le test au point du soin donc des petites machines qui sont pour l'instant toujours des démonstrateurs. Donc on est en train de discuter avec les industriels pour pouvoir faire la différence entre une infection virale ou bactérienne ou détecter une grippe, un Covid, une bronchiolite ou un VIH. Et on est en train de l'adapter pour les tests d'allergie. Donc voilà sur ce que je voulais vous présenter. Remercie finalement, c'est un travail collectif hein, d'une équipe avec beaucoup d'étudiants. On a aussi beaucoup de partenaires et de supports. Et puis on a eu aussi quelques prix qui nous ont récompensés en fait pour ces approches et pour le transfert vers l'entreprise qui a été créée à Grenoble, qui s'appelle Biocélis. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé passionnant qui montre vraiment la complexité et surtout le nombre de techniques et les champs thématiques extrêmement larges. Alors, avant de laisser la place aux questions, moi, j'aurais juste des petites questions. Vous avez mentionné un partenariat avec des ingénieurs, des Oui. écoles d'ingénieurs, pour amener des gens sur le sujet. Alors, moi, je ne peux que être très sensible à ça. Hmm. Comment ça va ce partenariat et est-ce que réellement ça fonctionne? On arrive à motiver des gens finalement qui ont une capacité d'entreprendre ou de résoudre des problèmes complexes. Euh, Donc là, la réponse est oui. Et en fait, on a travaillé avec pas mal d'écoles. Il y a des écoles qui finalement préparent mieux les étudiants à ce type d'approche. Je donne deux exemples. Pour tout ce qui est biochimie, biotechnologie, on travaille beaucoup avec l'INSA de Lyon. mhm, Parce que en fait, ils ont une formation qui les prépare tout à fait à ce genre de choses. En plus, ils ont souvent des projets qui sont très proches de la mise au point, le développement de tests diagnostiques. Pour tout ce qui va être ingénierie, on a travaillé avec plusieurs écoles, mais il y en a une finalement qui s'est, au fur et à mesure des années, où on en a beaucoup et on est très satisfait, c'est Mines Télécom de Atlantique, qui s'appelle IMT, qui ont à la fois des étudiants qui ont une formation donc théorique, mais aussi manuelle. En clair, ils ont un cerveau, une paire de mains, et on arrive à les focaliser en fait sur des problèmes, et ils sont très imaginatifs. Donc ça permet de vraiment tester beaucoup de choses. Pour vous donner juste peut-être un petit exemple, euh, la petite machine que je vous ai montrée, donc qui permet de faire un test au point du soin. C'est un projet de stagiaire celui-là 5 mois au laboratoire. Et c'est un système qui est complètement autonome. Donc il y a un ordinateur à l'intérieur, hein, et ici, on va y mettre des cubes. Et ça fonctionne avec une appli sur téléphone. Et donc ça va être testé dans un réseau de médecins en Belgique pour pouvoir suivre les patients qui sont traités pour le HIV ou pour faire la différence entre infection virale et infection bactérienne. Donc voilà, typiquement. Et donc ces ingénieurs retrouvent un job bah, tout de suite après, hein, ok. Bon, vu l'avancement, on va un petit peu garder des questions pour la fin. J'en aurai d'autres, je pense qu'il va y en avoir. Je ne résiste pas à la tentation de prendre la question de Rémi Charel. Quels outils avez-vous pour la détection des arbovirus en approche point of care? alors, pour l'instant pas, mais c'est une demande. Donc c'est dans le pipeline. Ok, très bien. Merci pour cette réponse concise et merci beaucoup pour cet exposé. On va passer à la présentation suivante. Euh, Est-ce que je l'ai là? Delphine, peut-être que tu l'as pour sous la main le titre. Oui, c'est bon.
Donc, on va maintenant donner la parole à Alexandre Guimard des Hospices civils de Lyon. Et il va nous parler de tests diagnostiques non invasifs grâce à l'analyse de l'air expiré dans la détection donc, rapide et la surveillance des virus respiratoires. Merci beaucoup. C'est tout bon, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Super. Donc merci pour l'introduction et merci pour l'invitation pour vous parler un peu d'une autre voie de recherche et de développement qu'on mène depuis maintenant quelques années sur le diagnostic non invasif lié à l'analyse de l'air expiré. Et du coup, je vais vous présenter ça, notamment un peu les défis qui sont liés à ce développement et les études qui sont en cours et qui ont été mises au point là depuis quelques années. Donc juste quelques rappels pour commencer. Quand vous respirez, vous avez des échanges de composés à l'interface entre le sang et les alvéoles pulmonaires. On a tous en tête les échanges gazeux avec l'oxygène, le CO2, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un certain nombre de composés en fait organiques volatiles qui sont des petites molécules biologiques qui sont sous forme gazeuse à température ambiante ou température corporelle et qui vont se retrouver en fait dans l'air que l'on inspire et que l'on expire à chaque respiration. Ces compositions de l'air inspiré et expiré peut être analysée, notamment par des nouvelles technologies, elles sont plus trop nouvelles, mais des technologies de grande sensibilité avec principalement une détection en spectrométrie de masse. Donc ça, c'est le principe de base de cette analyse qui s'appelle le volatilome. C'est un omic supplémentaire et il y a plusieurs applications en santé parce que c'est très attirant en fait d'avoir ce prélèvement quasi illimité qui est l'air expiré pour pouvoir faire du diagnostic. Donc il y a plusieurs applications qui ont été développées et qui sont en cours de développement autour de la toxicologie, de la cancérologie, des pathologies un peu chroniques respiratoires comme l'asthme ou la BPCO, ou des pathologies métaboliques avec notamment un focus autour des pathologies du foie. Et là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, bah, c'est le développement que nous on fait autour des infections respiratoires. Donc bon, les infections respiratoires, vous connaissez tous. Ça peut être, c'est un fardeau de santé publique, ça peut être responsable d'épidémies saisonnières et il y a bien évidemment un risque d'émergence et de potentielle pandémie. Euh, Quand on a cette infection respiratoire, on va avoir deux phénomènes qui se produisent et qui vont nous intéresser. Le premier, c'est l'infection vraiment cellulaire des voies respiratoires avec le détournement métabolique des cellules ou la réplication d'un pathogène bactérien qui va se multiplier et entraîner des modifications au niveau respiratoire, que ce soit du métabolisme ou de la structure et de la composition des voies respiratoires. Et il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène du système immunitaire avec la réaction inflammatoire, plusieurs vagues de cytokines qui vont entraîner une inflammation, un stress oxydatif, l'apoptose cellulaire, toutes les premières étapes de votre réponse immunitaire. Tout ça, ça va entraîner une excrétion dans le souffle de certains composés organiques volatiles qui peuvent être détectables et qui peuvent être liés à l'infection et à la réponse immunitaire. Et c'est ça qui va nous intéresser. Si on regarde ce qui existe déjà, donc sans surprise depuis la pandémie de Covid-19, il y a pas mal de littérature qui est sortie sur le sujet, enfin pas mal pour le domaine tout du moins, parce qu'on reste quand même dans un domaine assez ciblé. Et je vous ai remis ici quelques résultats, notamment des principaux papiers qui sont sortis au moment de la pandémie. Donc avec un premier papier ici qui a analysé chez un peu moins de 200 patients hospitalisés, dont 74 Covid positifs, et qui montrait des performances. Vous avez des courbes ROC associées ici, des performances vraiment exceptionnelles pour diagnostiquer ces patients Covid positifs. Une deuxième étude sur, pareil, environ 200 patients, la moitié de Covid positifs. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux courbes vertes et bleues qui montrent des performances identiques à la publication précédente. Et vous avez une courbe violette dont les performances
sont moins bonnes. Et là, c'est les patients en phase aiguë versus les patients qui sont suivis dans le temps. Ça montre en fait que c'est probablement des marqueurs métaboliques plus que des marqueurs du pathogène en lui-même. La distinction entre des patients en phase aiguë et suivis est plus difficile à faire. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est que tout l'intérêt de ce diagnostic respiratoire, c'est de pouvoir le sortir des hôpitaux et des services de soins. Il y a une publication qui s'est intéressée aux patients en ambulatoire, donc 150 patients, dont 50 positifs. Et là, on voit que les performances sont beaucoup plus difficiles, sont beaucoup moins bonnes, euh, et liées notamment au fait que ce soit des patients en ambulatoire. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ces différentes études, c'est qu'à chaque fois, c'est un très petit nombre de patients, que les résultats sont différents pour les patients hospitalisés et les patients ambulatoires et qu'il n'y a pas vraiment d'études translationnelles qui va aller chercher ces biomarqueurs du laboratoire jusqu'à l'application clinique, c'est-à-dire du in vitro jusqu'au in vivo. Je vous ai pris un deuxième exemple, c'est les infections grippales. Là, c'est un bilan de la littérature sur ces infections grippales et l'analyse de l'air expiré. Vous voyez que c'est très très limité. 5 publications in vitro, 2 publications chez l'animal et 2 publications chez l'homme, dont une seule en contexte d'infection. Mais une conclusion commune pour toutes ces publications, c'est qu'il y a une différence dans la composition du souffle, de l'air expiré, en fonction de si on est chez des personnes qui ont une infection, des personnes qui n'ont pas d'infection. La problématique, c'est qu'il est très difficile de faire une conclusion parce qu'il n'y a aucun consensus sur les modèles qu'il faut utiliser, sur la façon de recueillir ces composés organiques volatiles, sur la façon de les analyser ou sur le traitement des données derrière. Mais le volatilome pourrait avoir vraiment un intérêt tout particulier pour le diagnostic de masse en contexte d'épidémie, pour pouvoir le sortir des murs de l'hôpital. C'est un diagnostic qui peut se faire vite, qui peut se faire auprès des patients et qui est surtout non invasif, donc qui permet en fait l'adhésion du patient. On pourrait avoir du suivi d'infection et comme je vous l'ai montré sur le Covid, on voit aussi le métabolisme qui est lié à l'infection. On pourrait avoir une évaluation de la réponse métabolique et immunitaire des patients en cours d'infection. Donc, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail de comment et de pourquoi il y a des défis et pourquoi c'est pas encore utilisé de manière très très large, c'est déjà qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité sur la façon de faire au niveau du processus d'échantillonnage. Vous avez deux types d'approches qui sont possibles. Vous avez l'échantillonnage passif, c'est ce qui est représenté ici sur la gauche, et qui est la référence pour tous les tests in vitro. En gros, on va mettre au contact d'une culture une fibre qui permet de capter ces molécules en phase gazeuse. Ensuite, on transporte tout ça au laboratoire. Alors souvent, ces tests sont faits dans le même laboratoire, puis on analyse en GCMS les molécules qui sont détectées, qui ont été captées par la fibre. Donc là, on est dépendant du type de culture, on est dépendant du temps de contact entre la culture et la fibre et des performances de la GCMS. La deuxième façon de faire cet échantillonnage, c'est ce qu'on appelle un échantillonnage actif, qui est la référence cette fois in vivo et donc chez l'homme. Et là, ça nécessite qu'il y ait un flux, qui est une prise, un échantillonnage qui est volontaire, donc soit offline, donc avec des méthodes de recueil, on souffle dans ces méthodes dans ces dispositifs, puis c'est analysé au laboratoire dans un second temps, encore une fois par la technique de référence qu'est la GCMS, soit c'est directement l'instrument qui est au contact de la personne qui souffle et qui analyse les données. L'acquisition des données se fait en temps réel. Une des premières problématiques qu'on va avoir dans le domaine, c'est que les résultats vont être dépendants de la méthode d'échantillonnage. Ensuite, si on regarde un peu plus précisément l'échantillonnage actif, parce que c'est ce qui va nous intéresser pour faire du diagnostic chez le patient, c'est qu'il y a tout un tas d'étapes qui vont impacter le résultat à la fin. Donc, comme je vous l'ai dit, on a deux types d'échantillonnage actif. Le premier
en offline. On récupère le souffle dans des dispositifs qu'on va ensuite concentrer dans des tubes de thermodésorption, transporter au laboratoire. Donc, il y a forcément une étape de transport et de conservation qui peut impacter les résultats, et une analyse après thermodésorption et en GCMS. Quand on est en online, c'est beaucoup plus direct. On a directement l'analyse qui se fait lors du souffle de la personne dans l'instrument. On a plusieurs technologies possibles, mais surtout, ça donne une troisième dimension à l'analyse, puisque vous avez une analyse qui se fait en temps. Donc, on peut obtenir des spectres et des informations seconde par seconde au cours du souffle, et donc être un peu plus précis, ou en tout cas voir des choses qui pourraient survenir dans l'arbre respiratoire haut et donc au début du souffle, puis dans l'arbre respiratoire bas, sur les fins de souffle lorsqu'on vide bien les poumons. Derrière, il faut pré-traiter ces données, et donc c'est là où il y a de très très grosses hétérogénéités et pas de consensus sur la façon de faire. Il y a plusieurs étapes à mettre en place, notamment la calibration en masse, l'aspect des pics et le découpage du spectre pic par pic. Donc là, il y a plusieurs façons de découper le spectre pour l'analyser derrière, des façons qui sont beaucoup plus précises, où on va identifier chacun des pics, mais qui prennent beaucoup plus de temps, et des manières un peu plus grossières où on va découper les spectres, qui sont beaucoup plus automatisables et rapides, mais qui font perdre de l'information dans le processus. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, il faut analyser ces données, et les méthodologies d'analyse aujourd'hui pour identifier les composés pertinents, pour pouvoir identifier des biomarqueurs d'intérêt au milieu de toute la composition et de toutes les molécules que l'on peut détecter. Eh ben, elles sont encore en cours de développement, et qu'il n'y a pas non plus de consensus là-dessus, et probablement des méthodologies à réutiliser et à développer de zéro. Donc ça, c'est un résumé. En gros, les défis aujourd'hui, c'est défis technologiques pour avoir des instruments qui sont suffisamment sensibles pour aller détecter des composés organiques volatiles qui sont à des concentrations très faibles. Donc ça fait quelques années que ces développements technologiques sont disponibles. Ils ont surtout été mis au point pour l'analyse de l'air environnant, soit pour des études sur la pollution, soit sur des études sur le climat. Et on peut réutiliser ces technologies en santé. Un des gros défis, c'est de standardiser les résultats, parce que comme je vous l'ai montré, du coup, en fonction de la méthode d'échantillonnage et du process analytique, on va avoir des différences. Et les autres défis vont vraiment être sur l'analyse des données. Donc maintenant, si je vous montre un peu plus ce qu'on a pu faire sur Lyon dans ce contexte. Donc, on s'est intéressé à la thématique au cours de la pandémie, notamment parce qu'on a eu la chance d'avoir accès à un instrument très performant qui venait du CNRS et des équipes de l'IRSE Lyon. Donc, on est à l'été 2020, on est à la toute fin de la première vague de Covid-19. Il y a un investissement important qui est fait sur les méthodes diagnostiques. On en a entendu parler, notamment au niveau des PCR, des tests antigéniques, des tests sérologiques. Euh, la référence, et du coup, c'est le test PCR, ou en tout cas le prélèvement respiratoire sur écouvillon nasopharyngé. Et on voit sur la droite, en fait, l'augmentation du nombre de tests qu'on a fait, qui ont été faits au cours de l'année 2020. Et on voit qu'on a prélevé de plus en plus, on a fait de plus en plus de tests dans cet objectif qui a été décrit précédemment, hein, du tester, tracer, isoler. Et ces écouvillons nasopharyngés, bah, c'est pas facile dans cette période où il est nécessaire de tester beaucoup pour pouvoir appliquer ça, et où bah, ces écouvillonnages nasopharyngés peuvent être parfois mal acceptés par la population parce qu'ils ne sont pas très agréables, il faut une structure pour pouvoir le faire. Si en plus ils sont mal réalisés, on peut avoir des faux négatifs, et toutes les populations ne s'adaptent pas très bien à ces prélèvements. Du coup, on est parti sur l'idée de développer une méthode de diagnostic indolore avec un délai de réponse rapide et adapté au diagnostic de masse. Donc, on a commencé une première étude qui est l'étude Covidair, et avec une première partie qui s'est déroulée à l'hôpital entre juin et septembre 2020, où on a pu recruter 107 patients, 43 soignants, 20 personnes qui venaient des maladies infectieuses, et 44 personnes de réanimation. Donc, on voit déjà que les groupes n'étaient pas très homogènes en termes d'âge. Les patients hospitalisés étaient beaucoup plus âgés que nos soignants.
et en termes de ventilation, où les patients de réanimation étaient ventilés, étaient majoritairement ventilés. Ce qui est intéressant, c'est que ces technologies peuvent être branchées aussi sur les respirateurs. On n'est pas obligé de souffler directement dans l'instrument, on peut aussi brancher sur le respirateur. Donc, quand on a acquis tout ça et qu'on a essayé de regarder ce qui se passait, là, c'est des premiers résultats sur les données brutes. C'est juste une projection de ces différents patients. Vous avez en orange les patients qui étaient Covid positifs, en bleu les négatifs, et en vert, c'était les soignants. Euh, on n'a pas de séparation très nette des patients Covid positifs. Donc, ça laisse suggérer que ça ne va pas être simple à analyser. Et derrière, on a commencé à chercher tout ce qui pouvait être les biais confondants, ou tout ce qui va, en tout cas, impacter la composition de l'air et qu'il faudrait prendre en compte pour avoir au final des modèles qui permettent de diagnostiquer ces patients, quelles sont toutes les variables nécessaires à avoir un modèle de diagnostic performant à l'arrivée. Donc, sur cette première étape, à l'hôpital, le principal biais qu'on a retrouvé, qui est bien connu dans le domaine, c'est bien sûr la ventilation. Quand on poule tout le monde, des personnes ventilées, des personnes non ventilées, on se rend compte que la ventilation a un impact massif sur la composition du souffle et de l'air expiré. Et on voit très bien ici en bleu les personnes sous ventilation et en orange les personnes non ventilées. Donc on peut ensuite reprendre ces mêmes données, supprimer les patients ventilés et refaire une projection. Et vous avez ici une bonne séparation, cette fois des patients Covid positifs qui sont en orange positif Covid et donc en bleu et en vert négatif Covid. On a quelques patients positifs qui sont au milieu du reste, mais on a quand même une très bonne séparation. On n'a pas voulu aller plus loin sur cette première partie parce que le nombre de patients était trop petit, il y avait trop de biais euh, sur le recrutement de ces patients. En revanche, ces résultats préliminaires très encourageants et qui matchent ce qui est aujourd'hui disponible dans la littérature, mais qui n'était pas présent à l'époque où on a fait ça, euh, du coup, nous a permis de monter une deuxième partie à notre étude, c'est-à-dire la mise en place du dépistage et du diagnostic via cette méthodologie en population générale. Donc, on est allé s'installer en fait dans un centre de dépistage entre mars et mai 2021 et on a pu recruter 4619 patients. Donc, avec une pyramide d'âge qui n'a rien à voir avec nos patients hospitalisés, puisque là, on a des jeunes adultes qui venaient principalement dans ces centres de dépistage, on a une bonne répartition hommes-femmes, et on a à peu près 25% de symptomatiques. Donc, une population très majoritairement asymptomatique qui vient dans ce contexte de pandémie, en fait, pour avoir les résultats de son test, pour pouvoir sortir, pour reprendre le travail, ou parce qu'ils ont été contact de quelqu'un de positif. Et on match complètement l'épidémiologie qu'il y avait à cette période-là dans la région lyonnaise, avec un peu plus de 10% de tout venant qui étaient positifs Covid-19, et donc une grande majorité de Covid négatifs. On a pu aussi caractériser un certain nombre d'autres viroses respiratoires sur ces patients, mais on est encore en cours d'analyse pour tout ça. Donc, si je vous montre quelques premiers résultats aussi sur cette étude Covidair et sur cette deuxième partie, lorsqu'on fait la projection des résultats et des souffles des patients, comme on l'a fait pour les patients hospitalisés, vous avez à gauche les données brutes pour l'ensemble des patients, les presque 5000 patients, donc en orange les positifs, en vert les positifs faibles et en bleu les négatifs. On voit qu'il n'y a aucune clusterisation, aucun nuage spécifique des patients positifs. Donc encore une fois, on est allé chercher la même chose que pour l'hôpital, c'est-à-dire les variables qui pourraient, elles, expliquer un peu la formation de clusters ou qui pourraient être impactantes dans l'analyse de ce souffle. On a trouvé un contrôle très intéressant pour nous, c'est l'impact de la cigarette, qui est aussi très bien connu pour modifier la composition du souffle. Et du coup, on a décidé d'utiliser ce critère fumeur-non fumeur pour mettre au point en fait l'analyse des données derrière. Donc, si on prend cette fois les fumeurs et les non-fumeurs, donc vous avez les fumeurs en orange ici et les non-fumeurs en bleu.
et qu'on essaye d'analyser tout ça en créant un modèle via une analyse supervisée, on obtient les courbes ROC comme celui-là, avec un traitement des spectres qui est validé du coup et qui permet une très bonne performance sur la séparation des fumeurs versus les non-fumeurs. Donc ça nous a permis de valider en fait toute la partie pré-analytique, enfin, pré-processing des spectres avant l'analyse de données. On peut aller un peu plus loin en regardant toujours chez ces fumeurs versus ces non-fumeurs, quelles sont sur les spectres de masse les entités, les molécules intéressantes, avec un seuil à 90, une AUC supérieure à 90, et on peut remarquer ici une dizaine de petites croix qui sont une dizaine de biomarqueurs qui à eux seuls suffisent à distinguer des personnes, des fumeurs versus des non-fumeurs. Maintenant qu'on a ça au point, on est reparti sur nos patients Covid positifs versus les autres euh, patients. Donc ici à nouveau Covid positif en orange et les autres en bleu. On a appliqué la même méthodologie avec plusieurs modèles cette fois d'analyse supervisée. Et on peut observer des différences entre ces modèles avec un modèle le plus performant qui est le Random Forest, mais des performances qui sont modérées, mais qui matchent aussi ce que je vous ai présenté sur la littérature, c'est-à-dire qu'en population générale, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de faire la distinction des patients positifs des autres. Ce travail, il est loin, loin d'être terminé, puisque là, on part sur du développement méthodologique, de nouvelles méthodes d'analyse, et notamment tout ce qui va tourner autour du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et donc, on a un projet qui s'appelle Vocalise et qui va s'intéresser à cette partie analyse de données. Et je finis aujourd'hui en vous présentant le projet qui a démarré l'année dernière, qui est le projet Vortex, financé par le PEPR MIE de la NRS dans le cadre de France 2030, qui est la suite de cette étude clinique Covidair, qui était vraiment pour nous une première expérience et une preuve de concept sur cette thématique, et qui a cette fois pour objectif, le projet Vortex, d'aller fouiller beaucoup plus précisément les infections respiratoires et ce que l'on peut tirer de l'analyse de l'air expiré au cours de ces infections respiratoires. Donc, on s'est ciblé sur trois pathogènes, la grippe, le SARS-CoV-2 et un pathogène bactérien, la légionnelle. Et ce projet Vortex, il regroupe plus de 12 partenaires et il s'organise autour de 5 axes. Une mise au point technologique, une étude in vitro, une étude clinique, une exploration des méthodes statistiques et une étude socio-économique. Donc, si je prends encore 2 minutes pour vous détailler deux, trois de ces points, au niveau de la mise au point technologique, un de nos principaux axes de travail, ça a été la partie in vitro. Si on veut pouvoir comparer des résultats obtenus in vitro et chercher des biomarqueurs in vitro qu'on irait valider ensuite in vivo, il faut déjà ne pas avoir un biais méthodologique trop important. Donc, on a développé un système ici, un petit réacteur qui permet de faire de la culture virale tout en échantillonnant par plusieurs méthodologies en même temps. Donc, première méthodologie qui est la méthodologie de référence, c'est l'échantillonnage passif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. À partir de ce petit réacteur, on peut aussi faire de l'échantillonnage actif et on peut faire un double échantillonnage actif dans le même temps avec un tube de TDG-CMS qu'on peut analyser et directement, donc ça, cette partie-là avec le tube et l'analyse en GCMS, elle reproduit l'échantillonnage actif offline dont je vous ai parlé dans mon intro. Et le PTR-TOF, ici, reproduit l'échantillonnage et l'analyse online dont je vous ai parlé aussi dans mon intro. Donc, grâce à ce développement, à cet outil, maintenant, on a la capacité d'obtenir in vitro des données issues des trois types d'échantillonnage au même moment sur les mêmes types de cultures. Ça ressemble un peu à ça, c'est ce qui nous permet de mettre en place notre étude in vitro. Donc, on a mis tous ces réacteurs en série dans une étuve, le tout relié à des instruments qui permet de faire l'ensemble des réalisations au même moment et d'avoir des triplicats de culture au même temps. Et du coup, il est prévu, et ça a commencé il y a quelques semaines, d'évaluer cette culture in vitro et d'obtenir des données pour différents pathogènes, ceux dont je vous ai parlé, SARS-CoV-2, légionnelle et grippe,
dans différents modèles cellulaires afin d'essayer de déterminer les biomarqueurs qui sont consistants entre toutes ces conditions expérimentales. Pour l'étude clinique, en fait, c'est deux études cliniques. Une première qui va s'intéresser à l'échantillonnage actif online sur les infections respiratoires tout venantes et une étude clinique qui va s'intéresser uniquement aux infections respiratoires sévères avec des prélèvements offline. L'objectif, il est vraiment en entonnoir de pouvoir distinguer les infections respiratoires des sujets sains, puis d'être capacité de distinguer les infections virales des bactériennes des personnes saines et enfin, voir si on est capable d'aller identifier le pathogène responsable de l'infection. Toutes ces données, elles vont être cumulées dans une base de données translationnelle pour faire du développement, comme je vous l'ai expliqué, méthodologique, notamment avec l'intégration des données multi-omiques, donc de séquençage immunitaire, etc., des différents patients. Et enfin, je finis là-dessus. C'est quand même important de dire que si on veut, dans toutes les limites dont on a parlé au cours de ce webinaire, il y a quand même une partie très importante qu'il faut toujours prendre en compte pour le diagnostic, bah, c'est son application en vie réelle. Et donc, est-ce que c'est coût efficient? Est-ce que c'est accepté par nos politiques ou par les soignants? Donc, c'est prévu aussi dans notre projet de faire une triple études socio-économiques pour évaluer plusieurs scénarios de mise en place de ce type de diagnostic, donc à la fois à l'hôpital ou hors des murs de l'hôpital, voir si c'est économiquement viable, évaluer les points qui pourraient peser dans la décision politique de mise en place d'un diagnostic de masse à partir de nouvelles technologies comme ça et voir l'acceptabilité de ces nouvelles technologies pour les professionnels de santé et pour les patients en fonction des résultats de performance qu'on obtiendra, qui seront probablement des performances dépendant de la population qui est ciblée et qui vont se situer entre du test antigénique et de la PCR. On essaye de se rapprocher au maximum du test de référence, mais on sera probablement sur un entre-deux. Voilà, je vous remercie. Et comme tous les autres, hein, c'est un travail collectif avec, comme je vous l'ai dit, plus d'une douzaine de partenaires. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre, pour cet exposé super détaillé et très, très, très intéressant. Euh, donc, on a des questions. Peut-être Delphine, tu as une question? Moi, j'ai des questions, sinon. Oui, moi je me demandais, parce que tu as parlé de certains composants qui pouvaient altérer les techniques de détection comme la cigarette. Je me demandais si aussi les pathologies respiratoires chroniques chez les patients asthmatiques, BPCO, tu en as parlé un petit peu au début, mais est-ce que j'imagine que ça modifie aussi euh, le métabolisme, enfin donc comment vous allez pouvoir prendre tous ces composés différents pour analyser à grande échelle. Oui, bah, du coup, c'est justement un des travails de Vocalise et ensuite de Vortex, c'est d'essayer d'identifier le maximum de ces paramètres qui vont impacter et qui doivent être rentrés en fait de manière préliminaire pour que les modèles ensuite puissent travailler et probablement que les profils qui permettront de faire la distinction euh, entre un patient affecté et un patient non affecté va dépendre des pathologies sous-jacentes ou de si vous êtes fumeur ou pas. Donc, ce sont vraiment des variables qui vont venir modifier l'analyse derrière des données. Et effectivement, il y a pas que ça, hein. Il y a plein de choses qui sont déjà décrites dans la littérature et qu'on essaye de recueillir et de prendre en compte, mais c'est pas forcément évident parce que la BPCO et l'asthme, ça peut être facilement demandé pour un diagnostic. Mais il y a en fait le régime, si vous êtes omnivore, carnivore, végétarien, vous n'avez pas la même excrétion de molécules. Si vous faites plus ou moins de sport, c'est pareil. Si vous avez une consommation d'alcool, c'est pareil. Donc, il faut trouver à la fois des modèles d'analyse qui sont suffisamment robustes pour pas être pénalisé à chaque fois qu'on a un nouveau patient qui est dans un contexte différent mais qui prend en compte ces variabilités interindividuelles. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup, beaucoup de patients et beaucoup de développement. Euh, Et je me demandais aussi, il y a je sais qu'il existe des détecteurs, des capteurs d'air et des détecteurs de virus qu'on peut mettre dans
dans des salles. Est-ce que ça peut être complémentaire à vos approches? Oui, tout à fait. C'est complètement complémentaire. L'idée derrière ça, c'est vraiment la préparation. C'est une nouvelle voie diagnostique parce que c'est un diagnostic qui est non ciblé. C'est-à-dire que notre objectif, il n'est pas forcément de remplacer les tests existants. Il est proposer une nouvelle voie avec des prélèvements qui sont non invasifs et qui sont surtout non ciblés. Donc, qui pourraient très bien s'adapter à un pathogène non connu au cours d'une émergence. Alors que les tests qui existent aujourd'hui et qui récupèrent l'air et qui font de la lampe, de la PCR ou toute autre technique sur de l'air ambiant, bah, c'est comme les autres tests diagnostiques, il faut savoir ce qu'on cherche avant de faire le prélèvement. Donc là, l'idée, elle est un peu inverse, elle est vraiment d'essayer d'avoir une méthodologie, même si on n'est pas aussi performant que les tests existants, qui est un peu agnostique du pathogène. Ok. Alors, Alors, on pourrait bien sûr poser beaucoup de questions. Moi, j'en ai beaucoup, mais je vais donner plutôt la parole aux gens qui ont posé dans le Q&R ou dans le chat. Le volatilome est-il différent entre deux virus différents? Et du coup, est-il possible de différencier influenza et SARS-2, par exemple, avec ce type Et ben, d'analyse? donc, c'est pas bien tranché encore aujourd'hui. In vitro, ça semble différent. Par contre, in vivo, c'est pas évident de faire la différence entre deux virus différents. C'est un peu compliqué de répondre. On espère que oui. Mais on ne sait pas bien faire la différence, en tout cas chez le patient aujourd'hui. Par contre, in vitro, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais encore une fois, il y a D'accord. ce biais d'échantillonnage où on n'est pas du tout sur les mêmes technologies d'échantillonnage in vitro et in vivo. Donc, est-ce que ça vient de la technologie ou est-ce que ça vient vraiment de différences métaboliques entre ces deux virus? Ça, on espère pouvoir y répondre à la fin du projet. D'accord. De toute façon, je suppose que comme c'est des projets relativement nouveaux, il y a un tel champ d'amélioration, d'investigation. On démarre juste dans 10 ans, on aura fait certainement des progrès extraordinaires. J'ai une autre question. Du chat, est-ce qu'on peut imaginer de faire la détection de virus non respiratoires, mais qui ont des conséquences respiratoires? Il y a une autre question qui est relativement euh, enfin, un petit peu identique. Est-ce qu'on peut détecter, enfin, qu'il y a un rapport, des composés volatiles de la peau et des infections cutanées ou non? Oui, alors Voilà, la réponse est oui et oui pour les deux en fait. Donc nous, d'accord. on s'intéresse pas du tout au volatilome des autres matrices, mais il y a des gens qui font du volatilome de la peau, du volatilome en bloc opératoire au moment des chirurgies. Mhm. Il y a du volatilome des urines qui existe aussi pour détecter des infections ou des pathologies métaboliques qui auraient des signatures comme ça sur différents types de prélèvements. Pour les infections virales systémiques qui auraient une répercussion respiratoire, théoriquement c'est possible, mais aujourd'hui on a déjà du mal à détecter les infections respiratoires qui ont un impact métabolique au niveau respiratoire. Donc je serais plus prudent sur la deuxième, mais au niveau respiratoire, il y a des gens qui travaillent sur le diagnostic de cancer du foie par exemple. Et ils arrivent à Mhm. détecter des molécules dans l'air expiré de process métaboliques cancéreux qui sont pas du tout liés aux poumons. D'accord. Moi, j'ai une autre question aussi. Pendant la pandémie, on avait vu passer des projets d'utilisation des chiens, donc dressés pour justement détecter un volatilome, parce qu'en fait, ils ont dans le nez une colonne de détection extrêmement puissante. Et donc, c'était posé la question de la sensibilité. D'abord, effectivement, est-ce qu'ils étaient infectables par le SARS-CoV-2? Donc, ça aurait été une catastrophe. Et donc la question était, est-ce qu'il y a des marqueurs communs d'une infection qui pourraient justement, une fois être détectés, ou des facteurs voilà, qui pourraient... On n'aurait pas besoin de dresser les chiens, ça prend 6 mois, ou voilà, pour avoir des chiens qui soient prêts pour détecter ces facteurs communs immédiatement. Oui, bah, tout à fait. En fait, c'est exactement la même idée, hein. C'est-à-dire que l'idée qui a été faite avec les chiens et l'idée de l'analyse du volatilome par des technologies comme celles que nous, on met en avant,
C'est vraiment exactement la même idée. La différence, c'est de pouvoir être explicatif dans notre cas, de pouvoir potentiellement identifier ces molécules et du coup pouvoir répondre à la question, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas. Quelles seraient les molécules qui seraient détectables par les chiens et par notre système? Et, euh, et du coup, l'avantage de ne pas se servir du chien, bah, c'est la phase d'entraînement. L'inconvénient, par contre, de notre côté, bah, c'est la phase d'analyse de données, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur un terrain tout nouveau en termes d'analyse de données et que les modèles qui existent aujourd'hui ne sont pas encore assez performants euh, pour donner des résultats, on va dire, cliniquement applicables ou en tout cas directement applicables en clinique. Donc voilà, c'est deux approches exactement de la même thématique. En tout cas, on espère avoir des marqueurs communs euh, et qui pourraient expliquer pourquoi les chiens arrivent aussi bien à détecter certaines de ces pathologies. Et ça va au-delà des infections, hein. Les pathologies Mhm. neurodégénératives ou certains cancers où les chiens y arrivent très bien. Et on aimerait pouvoir savoir quelle est la partie qu'ils détectent, justement. Faudrait qu'il parle. Alors on pourrait, tout ça c'est passionnant, on pourrait continuer longtemps hein, à discuter avec nos brillants orateurs. On va reprendre deux questions générales qui ont été posées donc pour Thierry. Développez-vous un test SARS-CoV-2 vivant et ou PCR et ou antigénique pour des patients Covid longs qui auraient une persistance virale? Quelles sont les performances du test? Alors pour les Covid longs, non. D'ailleurs, j'ai pas d'échantillon sur les Covid longs, sachant que nous, on développe que des antigéniques ou des sérologiques, hein, donc pas de PCR. Euh, donc c'est une question. Ici, ce que l'on essaye de voir, c'est si effectivement il y a des gens qui restent anormalement hauts en termes de réponse IgA, IgM, en absence de circulation, mais donc pour répondre à la question, non. C'est d'ailleurs une question pertinente aussi pour le volatilome, le Covid long, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques qui pourraient classifier les différents Covid longs entre des persistances virales qui sont quand même dans 10 ou 15% des cas, je crois, au moins, je ne me rappelle pas très bien et puis des maladies déréglées où on ne peut plus, où il y a un dérèglement, on ne peut plus dans le Covid long retrouver du virus. Alors, oui, s'il y a un impact métabolique, normalement, enfin, on peut espérer le trouver. Par Avoir contre, une aujourd'hui, signature ou quelque chose. Voilà. ouais, par contre, aujourd'hui, j'ai jamais vu de travaux dessus et nous, pour l'instant, on va s'intéresser à l'infection aiguë dans un premier temps. Et ensuite, on fera le suivi des patients. On a plein d'idées, notamment au niveau du suivi thérapeutique, ne serait-ce que des hospitalisations, sans parler du Covid long, hein, sur quelques semaines pour les patients qui sont en réanimation, pouvoir évaluer le pronostic et avoir un suivi quasiment permanent de ces patients et pas de manière ponctuelle au moment où on peut, où on a la disponibilité du prélèvement. Et puis, j'ai une dernière question pour Thierry. Combien de tests par jour ciblant la grippe aviaire? Tous les animaux d'élevage sont testés dans les zones contaminées? Point d'interrogation. Alors en fait, dans les zones contaminées, enfin, de ce qu'on sait de l'ANSES, tous les animaux ne sont pas vérifiés systématiquement, sauf franchement si il commence à y en avoir beaucoup. Par contre, dans les abattoirs, où il y a un test sur chaque lot. Euh, Ça, c'est pour ce qui doit être abattu. Pour ce qui est exporté, par contre, c'est systématique. Donc, la France est exportateur en particulier de disons, d'espèces reproductrices, que ce soit pour les poules, pour les canards ou pour les porcs. Et donc là, ils ont un carnet de vaccination qui est un carnet de non-infection. Donc, ils sont testés systématiquement. Ok, merci beaucoup. Ben, je crois qu'on est arrivé au bout. Alors, avant de laisser la parole à Delphine pour un petit mot final, je vous donne rendez-vous le 31 octobre non, pardon, le 30 octobre pour un séminaire, un webinaire, donc Arbovirus. On y apprend des choses absolument passionnantes.
Je voudrais dire aussi à l'ensemble des gens qui nous regardent, n'hésitez pas à utiliser ces webinaires pour les étudiants M2. Diffusez, servez-vous-en pour faire des contrôles, tout ce que vous voulez. Impliquez vos étudiants dans tous ces enjeux scientifiques extraordinairement intéressants. Voilà, je vous donne rendez-vous pour bientôt. Delphine, un petit mot peut-être? Oui, bah, je voulais remercier déjà les trois orateurs d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je suis sûre que tout le monde aussi a apprécié vos présentations. Et puis, on se voit du coup dans une semaine, jeudi 30 octobre. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.